Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Nous sommes le lundi 24 février 2020. Il sonne 11h et je vous devine sans doute très nombreux à suivre le club de la presse parce que nous sommes à 48 heures de l'élection présidentielle du 22 février dernier. Vous êtes impatients pour suivre la revue de presse et les commentaires des confrères journalistes. Je vous assure que vous ne serez pas déçus. Le temps juste que je vous salue et que je m'assure que vous vous portez très bien, vous qui nous écoutez un peu partout au sein de la diaspora sur tous les continents, notamment en Afrique et surtout au Togo, sur le Denigba national. Nos techniciens Vitogbe Kokou Michel Tomega et Giro Dakucha pour vous dire que vous suivez le club de la presse en direct, mais vous aurez également la vidéo et le son sur YouTube. Émission que nous animons, que nous co-animons avec vous à partir de 12h lorsque vous allez intervenir sur nos deux numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. Mais d'ici là, nous déblayons le terrain avec les confrères au studio. Arim Yaou Tchanyao, bonjour. Sas, bonjour et bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de Canal FM. Arim Yao qui porte la double casquette du directeur de publication du journal Nouvelle Opinion, mais également le président du Conseil national des patrons de presse CONAP, qui est en face de lui, Didier Assogba de Togo Breaking News. Bonjour. Bonjour Sas, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM et bonjour à tout le monde. Merci. Il va de soi que nous allons, l'émission va à un seul sujet aujourd'hui, c'est l'après-scrutin présidentielle du 22 février, les premiers résultats provisoires proclamés par la CENI, les réactions des uns et des autres, les parties prenantes, et nous allons également revenir sur l'ambiance dans laquelle l'élection s'est déroulée, et puis vos espoirs ou bien vos appréhensions, pourquoi pas. Juste le temps de partager avec nous cette pensée du jour. C'est Ether Scola qui a écrit: nous voulions changer le monde et le monde nous a changé. Encore une fois, nous voulions changer le monde et le monde nous a changé. C'est signé Ether Scola. Mais avant notre plat de résistance quand même, ce petit tour d'horizon, Arim Yaou, si je vous demandais qu'est-ce que c'est le mystère certain dans ce monde incertain? C'est pas une colle, mais le mystère certain dans ce monde incertain, eh bien, pour alléger votre peine, c'est tout simplement la mort. La mort, oui. Et d'accord. C'est le confrère Togo Matin qui nous prête cette belle phrase: dans un monde incertain, la mort reste un mystère certain. Et Togo Matin revenir sur cette mort qui nous a frappé de plein fouet. Omar By, tel un mauvais rêve, Omar By s'en est allé le jeudi, porté en terre le vendredi dernier, et c'est pas fini. Ce matin, nous avons été personnellement frappés de plein fouet par la subite disparition d'un camarade de lycée. Il s'appelait Jaimba Lipta Bagewa Bena Claude. Nous avons fait ensemble le lycée de Tchévier. Et puis, il a enseigné et son dernier poste, il était chargé d'études à la direction des ressources humaines au ministère de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle. Et nous avons appris comme ça qu'il était rentré chez lui au village à Baga, préfecture de Doufelgou, pour les 10 ans de la disparition de son feu père. Et puis le dimanche 16 février, il était allé prendre sa douche et on l'a retrouvé inanimé, pour ne pas dire mort, dans sa douche. Cher ami du lycée Jaimba Limta Bagewabena Claude, que la terre vous soit légère, cher ami. Et puis c'est pas fini. Nous avons appris hier tard que un grand confrère, Hervé Bourges, grand journaliste français, formateur de bon nombre de journalistes africains, il a exercé de hautes fonctions dans son pays, la France. Il a été également conseiller de nombre de chefs d'État africains.
le grand homme s'en est aussi allé. Jean-Harry Miaou Tchaniaou. Oui, tout à fait. Tout comme vous, nous l'avons appris tard dans la nuit, la disparition de notre confrère Hervé Bouche, journaliste français. Et comme vous le dites, c'est un grand journaliste connu de tous les coins et recoins du monde. Il a formé plusieurs journalistes, même en terre africaine. Il a été surtout le premier directeur de l'école de journalistes de Yaoundé au Cameroun. Il a formé bon nombre de confrères journalistes. D'ailleurs, beaucoup de nos aînés, ils sont passés par là. Il est conseiller, comme vous l'avez souligné également, de plusieurs chefs. Il était, oui, conseiller de plusieurs chefs d'État africains. Il a également occupé plusieurs postes dans son pays et il a servi dans plusieurs médias d'État français. Médias publics. Publics, oui, surtout publics français. Et aujourd'hui, il n'est plus. Je crois que c'est le monde de la presse dans son ensemble qui en est frappé. Nous lui souhaitons tout simplement un bon repos, un repos éternel, et que la terre lui soit légère. Mais il a laissé également beaucoup de bouquins autour desquels la progéniture, c'est-à-dire vous et moi, nous allons continuer par nous inspirer pour faire davantage au mieux notre travail. Merci. Hervé Bourges, grand journaliste, formateur de beaucoup de journalistes, notamment africains, grand commis de l'État français, conseiller de nombre de chefs d'État africains, ce qui lui a valu le qualificatif que Hervé Bourges était le journaliste conseiller des dictateurs africains, mais il était également universitaire et il était, pour ne pas le dire, l'un des promoteurs de l'UPF, l'Union de la presse francophone, grand ami de notre doyen Lucien Djossou Mensan en son temps. Voilà Didier, le confrère qui s'en est allé. Et pour finir avec la mort, nous ne pouvons pas avoir le confrère Aliru Moru Chakala au studio aujourd'hui. Il a été également frappé par la mort d'un parent. Voilà la mort qui se révèle, le mystère certain dans ce monde incertain. De toute façon, l'homme ne sait pas de quoi demain sera fait. Et la seule chose dont on est sûr, c'est qu'un jour on disparaîtra sur la terre et donc la mort reste certaine et chacun doit l'avoir en esprit. C'est vrai que nous pleurons notre aîné confrère qui a eu à former plusieurs de nos devanciers qui sont devenus aujourd'hui des professionnels et des références dans la profession, dans la corporation. Mais nous pleurons également, vous l'aviez dit en début d'émission, notre star également chez nous ici, Omar Bi, que tout le monde a eu à regretter. On aurait peut-être, si l'occasion était donnée au peuple togolais d'agir autrement envers ce talent pur-là, on se serait comporté autrement. Aujourd'hui, c'est certain, eux ils sont partis, ils nous ont devancés. C'est certain qu'un jour, chacun de nous également les rejoindra. Donc cela devrait aujourd'hui nous amener à bien penser nos actions, tout ce que nous faisons sur la terre, parce qu'on ne vit qu'une seule fois, après quoi vient la mort. Merci. Et pour fermer provisoirement cette sombre page, mon camarade de lycée Jaimba Limta Bagewa Bena Claude, la veillée, une veillée de prière et de chant aura lieu en sa mémoire à la paroisse Sainte-Croix de Zanguera. Ce sera demain, mardi 27 février. Merci aux amis, aux parents qui iront prier pour lui. Et puis le vendredi 28 février, la veillée de prière de chant à l'église catholique Saint-Joseph de Baga et Jaimba Limta Bagewa Bena Claude sera semé dans son village à Baga le samedi prochain. Nous recommandons à la miséricorde du Tout-Puissant la veuve et les deux enfants de notre ami. Et puis, verdict, du moins provisoire, du scrutin présidentiel du 22 février. Et s'il présidait à une cérémonie eucharistique à la messe, Monseigneur Philippe Fanouko Podjiro dirait certainement Ite Missa Est. La messe du scrutin présidentiel commence à se tirer à sa fin. Et beaucoup de journaux, naturellement, consacrent
leur une à cette information. D'abord, Togo Matin nous rappelle que les Togolais ont voté dans le calme et la sérénité le 22 février dernier. Et puis, Togo Matin qui écrit surtout que le scrutin du 22 février s'est déroulé dans la transparence. Nous y reviendrons. Maintenant, pour le verdict, Togo Matin écrit donc Faure Gnassingbé plébiscité à plus de 72% des voix. Autre journal, c'est l'Éveil de la Nation qui nous met sur les traces de l'éloquent coup KO de Faure Gnassingbé. Et Nouvelle Opinion, Harry Miaou, vous écrivez fin de spéculation autour de la présidentielle du 22 février. Faure Gnassingbé réélu pour 5 ans avec 72,36%. Agbeyome Kodjo vient en deuxième position avec 18,37%. Fabre, le grand perdant. Voilà votre une. Oui, Harry Miaou. Oui, tout à fait. Et lorsque nous parlons de la fin des spéculations, vous n'êtes sans savoir que juste au soir du 22, il y avait beaucoup d'agitation dans le camp, surtout de Kodjo Agbeyome, qui, par voie de réseaux sociaux, tentait de s'approprier cette victoire. Et il a annoncé même à qui voulait l'entendre qu'il a été élu et qu'il demandait même aux populations, aux Togolais, de venir soutenir ou défendre cette victoire-là. Et donc, hier, la CENI a joué le bon rôle en libérant les consciences, en allant donner immédiatement, du moins, les résultats provisoires qui ont permis de décanter la situation. Vous avez des gens qui vous appellent d'Europe, des gens qui vous appellent d'ailleurs, de l'intérieur, de partout, pour vous demander, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que déjà, Agbeyome qui annonçait une victoire, est-ce que c'est vérifié? Il faut rappeler à ce niveau-là que Agbeyome s'est autoproclamé élu au cours d'une conférence de presse qu'il a animée. Tout à fait. Ne disent pas que c'est nous les médias qui avons... Oui, non, ce ne sont pas les médias. J'ai dit bien que c'est Agbeyome. Et donc, hier, la CENI a libéré quand même, a permis aux gens de voir ou de toucher du doigt la réalité des urnes. Et les pourcentages que vous voyez, vous pouvez comprendre que même dans le QG de Agbeyome, comme dans celui de Jean-Pierre Fabre, vous aurez pu constater que chacun a les vrais résultats. Vous allez constater également que le silence qui règne jusqu'à ce matin, même si des gens tentent de faire entendre aux autres que c'était eux qui avaient la victoire, on sent que quelque part, il y a eu une vérité des urnes qui a été donnée hier de façon provisoire. La seule attente que nous avons aujourd'hui, c'est de voir si le fair play, si la maturité qui a fait preuve depuis le début de ce processus jusqu'au 22, y compris jusqu'à hier et aujourd'hui, va être de mise pour que les gens qui veulent, par exemple, contester ou qui entendent dire qu'on leur a volé une victoire, ils savent les instances qui sont concernées et qui peuvent jouer ce rôle-là. Vivement que les gens montrent cette maturité-là du début jusqu'au bout de ce scrutin. Merci. La CENI, donc, qui a proclamé les résultats provisoires hier tard la nuit. La cérémonie finissait au-delà de 23h, pourquoi pas déjà au petit matin. Mais les militants d'UNIR ont quand même trouvé le temps de célébrer leur joie, leur fête au siège de leur parti tard dans la nuit. Voilà le côté un peu pour. Maintenant le côté contre. Liberté qui consacre 3 articles aux résultats. D'abord, dans la rubrique sans détour, je lis Laminé, Faure Gnassingbé opte pour la fraude. Et Liberté qui écrit toujours la page 3, scrutin du 22 février, le hold-up a bien eu lieu. Et pour terminer sur les résultats, toujours Liberté à la page qui écrit que la CENI proclame Faure Gnassingbé vainqueur, avec guillemets, avec 72,36%. Didier Assoba, vos premières réactions quand vous avez suivi les résultats tels que la CENI les a proclamés hier? Quand j'ai suivi de bout en bout, après il faut dire que les résultats donnés par la CENI presque au petit matin
au-delà enfin, c'était à 0 heure que les résultats finaux, sur le plan national étaient connus. Il faut dire également que bien avant la CENI, ces résultats étaient presque dans le domaine public et que tout le monde savait à peu près de quoi il s'agissait et que tout le monde savait que selon les chiffres qui étaient avancés, Faure Gnassingbé l'emportait officiellement et on savait également qu'Agbemé Kodjo s'était déjà autoproclamé la nuit même de l'élection, et donc ce n'était pas vraiment une surprise, juste qu'on voulait voir quels seront les chiffres officiels de cette élection. Cette élection, il faut le rappeler, qui s'est déroulée quand même dans le calme, qui s'est déroulée également dans la sérénité. Pour l'une des rares fois que le Togo tient des élections, il n'y a pas eu de violence. Le jour même de l'élection, on a déploré quand même quelques incidents, comme le qualifieraient les observateurs de mineurs. Nous reviendrons sur l'ambiance dans laquelle l'élection mais il faut dire en tout état de cause que pour avoir suivi de bout en bout le dépouillement et pour avoir été au fait de quelques informations dans le courant de toute la journée de dimanche, ça n'a pas été pour moi une surprise, le chiffre officiel qu'a donné la CENI, puisque le pouvoir ou des proches de Faure Gnassingbé avaient déjà dit qu'il gagnerait au-delà de 60% des voix. Maintenant, on attend de voir du côté de l'opposition quels seraient les chiffres qui seraient donnés à la presse et à tout le monde pour qu'on compare avec les chiffres officiels communiqués par la CENI à l'instant. Eh bien, tard dans la nuit d'hier ou bien très tôt ce matin, voilà la CENI qui proclame les résultats avec Faure Gnassingbé qui arrive largement en tête avec plus de 72%. Didier, vous disiez que avant même que la CENI ne proclame les résultats, c'était plus ou moins connu. Comment pouvez-vous justifier que avant la CENI, ces informations étaient déjà un peu dans le domaine public? Non, il faut quand même dire qu'aujourd'hui la technologie a avancé, et même si la CENI à quelques heures du scrutin avait dit qu'elle abandonnait la sécurisation électronique des résultats par le logiciel sincère, il faut dire que les différents états-majors avaient quand même des logiciels et des mécanismes à leur QG et même au-delà du territoire, parce que des gens anticipaient sur la coupure de la connexion ou du moins la restriction de l'accès à Internet pour compiler les résultats. Et donc, vous avez dû lire le communiqué de l'ANC quelques heures seulement après la fermeture des bureaux de vote, où l'ANC disait que Jean-Pierre Fabre est arrivé, d'après leurs chiffres, 3e, et que les candidats du MPDD et de UNIR étaient en tête du scrutin. Ça veut dire que déjà dans ce QG-là, on avait les chiffres et on savait véritablement à quoi s'en tenir. Et vous ne pouvez pas dire que si ANC, parti d'opposition, qui n'a pas autant de moyens dont dispose le parti au pouvoir, le parti UNIR, avait déjà les chiffres, on va dire, et savait véritablement ce qu'on peut attendre de ce scrutin. UNIR, cette mastodonte-là qui est au pouvoir depuis, vous voyez, avec tous les moyens qu'ils ont, ils ont pu également compiler les résultats à leur QG à divers niveaux, et quelques personnalités de ce parti-là avaient les résultats même bien avant avant dimanche, et avaient commencé déjà par on va dire spéculer dessus. Et la loi électorale n'a pas interdit aux gens de dire des tendances, mais c'est juste de proclamer. Le code électoral interdit la proclamation parallèle des résultats, mais des gens avaient quand même la possibilité de donner des tendances. On a dû lire quelques tweets du ministre Gilbert Bahara, par exemple, qui avait déjà dit que c'est une large victoire, au-delà de 50%, même de 60%, et que c'était une vague bleu-blanc qui s'annonçait. Et bien d'autres personnalités du pouvoir avaient également félicité et commencé par jouir, enfin... Merci. Donc, selon Didier Assomba, tous ceux qui avaient un minimum de logistique
avait une idée par anticipation des résultats avant que la CENI ne les proclame. Et effectivement, le samedi 22 février, déjà dans la nuit, l'ANC et son candidat ont été les premiers à se prononcer par un communiqué de presse émis par le directeur de campagne du candidat Jean-Pierre Fabre en la personne de Patrick Lawson. Donc l'ANC reconnaissait la défaite de son candidat et reconnaissait par contre que les candidats Agboyome Kodjo et Faure Gnassingbé arrivaient en tête. Mais le communiqué de l'ANC s'arrêtait là. Et puis le dimanche, c'est le candidat Agboyome qui tient une conférence de presse où, s'appuyant sur les éléments à sa disposition, il estimait que son score variait entre 57 et 61% et s'autoproclamait vainqueur. Félicitait même le perdant, Faure Gnassingbé, qui l'invitait à organiser les passations de pouvoir selon les règles de l'art. Et puis par la suite, on a également accusé réception des communiqués de presse du candidat du PSR, comme Iolu, et de Adi Aimé-Gogué, qui prenait également acte de la victoire avec ou sans guillemets de Agboyome Kodjo et invitait également à le soutenir. Et puis le Front Citoyen Togo Debout prenait également acte des tendances et prenait également à sa façon acte de la victoire de Agboyome Kodjo. Arim Yaou, c'est toutes ces tendances-là. D'abord, la tendance de l'ANC a été confirmée par la CENI, mais la réaction de Agboyome Kodjo, de Aimé Gogué, de Komi Iolu et même du Front Citoyen Togo Debout, tout ça a été démenti par les résultats officiels provisoires de la CENI. Oui, je crois que à moins que les gens aient choisi de créer de la zizanie dans la tête des Togolais ou de l'opinion, tant nationale qu'internationale, il y a une réalité qui se vit. Nous avons vu, avant même que le scrutin ait lieu, avant même la campagne, on sait ce que chacun des candidats ou chaque parti en lice représente. Vous savez, les gens me donnent une idée, ça me rappelle les années 98 où les décomptes des bureaux de vote dans Sokodé, dans la ville de Sokodé, ont fait sortir toute une population qui criait à une victoire de Zarif Fayeva. Les gens ont envie de nous faire croire que le Togo ne se situe ou ne se compile seulement qu'à Lomé. Quand vous prenez la mesure de la chose, vous voyez qu'il y a des partis qui n'ont même pas de représentation dans tous les coins du pays. Et quand vous regardez tout cela, vous vous posez la question, comment est-ce que d'ailleurs ces gens-là ont pu avoir une compilation qui leur permette de dire que tel ou tel à la soirée là en même temps que tel ou tel était en train. Parce que pour gagner une élection, il faut un tour. Vous avez vu qu'il y a même cette fois-ci la diaspora qui est en train d'aller à ces élections-là. Et je crois que c'était d'ailleurs de trop hâtif quand les gens ont commencé par crier à une victoire. Alors que quand vous fouillez, ces mêmes personnes n'ont même pas peut-être le nécessaire du matériel ou le moins nécessaire obligatoire pour donner cette tendance-là. Mais est-il que à ce jour où nous sommes, que ce soit au niveau de l'ANC, que ce soit au niveau du parti d'Agboyome et du reste de l'opposition, y compris ceux qui sont en train d'être sortis gagnants de cette élection, les gens ont la réalité. Les gens ont la vraie physionomie des résultats qui sont sortis des urnes et c'est ce que la CENI a fait. Maintenant, il reste, si les gens estiment que vraiment ils avaient des tendances ou ils avaient des résultats, il reste à ce qu'ils viennent, preuve à l'appui, démontrer à l'opinion que voilà, nous avons été à la hauteur de la chose, c'est nous qui avions la victoire et voici les preuves, puisque ça devient tellement redondant que ça devient une jurisprudence ou une coutume togolaise où chaque fois qu'on va, surtout aux élections présidentielles, il faut que des gens, surtout de l'opposition, qu'ils s'organisent pour dire bon voilà, nous avons gagné, mais jamais on arrive à démontrer comment est-ce que on a détourné cette victoire, comment est-ce que ça se procède. Et toutes les années, c'est la même chose, la même chanson avec les mêmes refrains. Vivement que les gens prennent de la hauteur, qu'ils comprennent que pour gagner une élection,
on se lève tôt. Je ne vais pas rentrer tout à l'heure dans les détails, peut-être que nous aurons assez de temps pour en parler, mais les gens ne se sont pas préparés pour aller à une victoire. La cérémonie d'hier, Didier Assogba, d'abord, vous voulez apporter une précision? Oui, je voulais apporter, la précision que je voulais apporter, c'est que la CENI n'a même pas confirmé ce que disait l'ANC. L'ANC donnait à Guillaume Kodjo, candidat du MPDD, à la tête du scrutin, et donc suivi par le candidat d'UNIR. Même chose pour les candidats Aimé Gogué et PSR, mais vous avez vu les chiffres de la CENI, c'est plutôt l'inverse de ce que ont annoncé les candidats de l'opposition. Donc véritablement, là actuellement, en tant que journaliste, nous avons des difficultés, ou nous aurons des difficultés à véritablement travailler sur cette matière-là, parce que on a pour le moment que les chiffres officiels communiqués par la CENI, en dehors des tendances annoncées par le candidat Guillaume Kodjo, qui a annoncé sa victoire, une victoire entre 57 et 61%. On n'a pas les détails. Peut-être que les heures à venir autour des chiffres. Retournons à la cérémonie d'hier, et en introduction des résultats, le président Tchambakou Ayasso, qui avait à ses côtés le vice-président Atou Omao et les rapporteurs Urobossi Tchakondo et Christophe Tchao, Tchambakou Ayasso avait tenu à préciser qu'il livrait les résultats tels que les CENI les leur ont fait parvenir, et qu'ils transmettront à la Cour constitutionnelle pour éventuel contentieux. Et c'est là-dedans, Didier Assogba, qu'on a remarqué que dans un certain nombre de CELI, ici au pays, ou bien CAU à l'extérieur, le taux, disons, les suffrages exprimés dépassait bizarrement les inscrits sur la liste électorale. Évidemment, c'est un constat. Et je pense que c'est véritablement sur ces faits-là que les candidats de l'opposition vont critiquer les chiffres communiqués par la CENI. Parce qu'à des endroits, on voit des taux de participation qui allaient jusqu'à 120%. Et ça veut dire qu'il y a plus de votants que d'inscrits sur au niveau de plus. Ce qui est quand même une anomalie. De plusieurs CELI, ce qui est une anomalie. Mais on nous a dit qu'il y avait une liste ou un registre d'OMI qui avait été ouvert. Pour quelles raisons et quels ont été le mécanisme en ce sens, on n'en sait pas. Mais jusque-là, les candidats de l'opposition également n'avaient pas réagi lorsque il y avait ces faits-là qui permettaient aux OMI, des gens qui n'étaient pas sur la liste, le fichier électoral, des gens qui n'étaient pas sur le fichier électoral, mais de voter. Ils ont fini quand même par voter. Qu'est-ce qui a expliqué cela? La CENI peut-être pourra avoir d'autres explications dessus, mais le simple fait que à plusieurs niveaux et dans plusieurs CELI, le nombre de votants dépassait le nombre d'inscrits, et on dépassait d'ailleurs les 100% de taux de participation dans nombre de CELI, cela pourra peut-être laisser apporter quelques arguments et de l'eau au moulin des opposants qui commencent déjà par contester les chiffres. Mais je dis peut-être que les CELI ont dû faire ce qu'elle avait à faire, et que la CENI peut-être pourra apporter des clarifications, mais déjà que les résultats sont proclamés provisoirement par la CENI, il revient qu'à la Cour constitutionnelle d'examiner de fond en comble les chiffres qui sont communiqués aujourd'hui par la CENI pour dire si c'était normal qu'à des endroits donnés, il y ait plus de votants que d'inscrits sur la liste électorale. Dans un certain nombre de CELI et de CAU, le nombre de votants a dépassé le nombre d'inscrits sur le fichier électoral. Ça, c'est deux. De deux, au résultat proclamé par la CENI, depuis 5AC jusqu'à l'océan ici, d'abord, le taux de participation est très élevé au nord et diminue 100%. Par rapport au sud. Et ça, maintenant, de 3, le candidat Forgnassimbe a eu un véritable plébiscite, pour ne pas dire raz de marée, dans presque toutes les CELI, sauf quelques CELI ici dans le Golfe et à l'extrême sud, ce qui amène les opposants, notamment le directeur de campagne du candidat Guillaume Kodjo, Philbert Atisso, qui a parlé de bourrage d'urnes et de fraude massive.
et ce que relaie un peu également Liberté, qui écrit que Faure Gnassingbé Laminé a opté pour la fraude, et que Liberté écrit également que le hold-up a bien eu lieu. Maintenant, c'est la bataille du contentieux électoral. Est-ce que les résultats tels que proclamés par la CENI ont été ce que nous avons voté le vendredi, ou bien est-ce qu'il y a eu fraude? Et bien maintenant, ceux qui parlent de fraude devront apporter la preuve de leur argumentation. Non, je crois qu'il faut que les gens quittent un terrain. Hier, au temps du général, les opposants, l'opposition ou le pouvoir en place, le RPT, chacun se targuait à dire « voici mon fief ». Mais depuis que Faure Gnassingbé est arrivé, lui, il a travaillé à ce qu'on ne dise pas que son parti, c'est son fief, c'est tel coin. Vous ne verrez pas Faure vous dire que Kara, c'est mon fief. Ou que Pagouda, c'est Koza 1 ou Koza 2, Tchamba. Non. Faure travaille à ce que tous les Togolais se sentent concernés par son programme et son parti. Et je crois que c'est le premier point qu'il faut faire remarquer ici. L'opposition, jusqu'à ce jour, est restée dans le schéma ancien, où on dit que notre fief c'est tel quartier, notre fief c'est telle ville, notre fief, non. Faure est loin de croire qu'il a des fiefs, mais Faure est togolais, il pense que le Togo a des dimensions et qu'il est partout présent. C'est pour cette raison que vous avez justement vu que dans plusieurs CELI, on a plébiscité Faure. Parce que le monsieur, il sait que il doit faire à ce que tous les Togolais puissent lui donner leur voix. Et lui-même, il n'est pas resté. Vous avez vu comment il a battu campagne. Faure aurait pu aller se coucher sous ses lauriers et dire, bon voilà, j'ai des lieutenants que j'envoie sur le terrain, ils vont faire l'essentiel pour moi. Mais même dans la pré-campagne, que ce soit la campagne, il est personnellement allé où on ne l'imaginait pas. Il est allé, et lui qu'on dit qu'il parle moins, il a parlé partout. Il a d'abord défendu son bilan et son nouveau programme dans lequel peut-être les Togolais se retrouvent. Les Togolais ne sont plus à croire à des manœuvres ou à croire à des chantages où on vient leur dire nous allons, mais les Togolais vivent le concret. Quand vous avez un village où il n'y avait pas le courant et que lui, sous son mandat, on a mis et qu'il vient leur dire vous avez le courant, demain je vous mettrai ceci, ça fait croire. Maintenant, vous avez relevé qu'il y ait des taux, un taux de participation très élevé du nord au nord, mais le taux est progressivement dégressif. Oui, mais parce que ceux qui croient qu'ils ont des fiefs, je ne cite personne, ont travaillé à un moment donné à ce que les populations vivent dans une confusion où les gens se demandent jusqu'à ce jour, où les gens se demandent est-ce qu'il est nécessaire que j'aille avoir ma carte. Ça a joué. À un moment donné, on a dit aux gens, demandez à vos militants d'aller se faire enrôler. Les gens ont dit non. Les militants traumatisés ne savent que faire. Finalement, on revient dire, allez vous faire enrôler. Il y en a beaucoup qui ont fait abstention, qui n'ont pas été chercher leur carte. Et aujourd'hui, ça a joué. Quand on leur demande maintenant de voter, que finalement, nous qui vous avions dit, on vous avait dit, ne vous faites pas enrôler, parce qu'on n'est pas sûr de ce qui va se passer. On revient leur dire, bon, allez le faire maintenant. Il y en a certains qui ont désisté. Et dans tout ce qui se fait, dans une opposition où, à 6, on ne s'accorde autour de rien, alors qu'on a en face le même challenger qu'on est en train de tenter de combattre, certains sont déboussolés et peut-être n'ont même pas voulu voter. Il y a des gens qui ont leur carte dans les supposés fiefs de certains. Les gens ne sont pas sortis parce que eux, ils ne comprennent plus rien du tout. L'entrée en jeu de Monseigneur Podro, qui est venu pour arranger, finalement a tout gâté. Et il a contribué plutôt à diviser, à casser l'ardeur de l'opposition, qu'il ne l'a arrangé. Là, c'est donc, votre appréciation. Voilà, c'est mon appréciation, il faut le dire. Oui, et vous le dites. Et c'est ça qui explique que le plébiscite est évident. Puisque, justement, Didier Assogba, on peut parler sans se tromper de plébiscite, dans nombre de CELI un peu partout au Togo. Fulbert Atisso qualifiait cela de résultat stalinien. Quand Faure Gnassingbé a 70, 80, voire 90% dans nombre de CELI.
Alors que il n'y a pas si longtemps, dans certaines de ces régions, notamment dans la région de Tchaoudjo, de Assoli et de Loti, pour ne pas dire même un peu dans le clôture, un peu partout, et Agné, le même Faure Gnassingbé était ouvertement contesté au plus fort de la C14. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a 2-3 ans, le type était ouvertement contesté et qu'il a pu retourner l'électorat de ces mêmes régions en sa faveur? Non, mais il y a une analyse qu'il ne faut pas oublier. Il y a des niveaux où le taux de participation, par exemple dans la région, au niveau de Tchaoudjo, par exemple, n'est pas comme ce qu'on a constaté à Kara ou encore dans Doufelgou. C'est vrai que dans plusieurs CELI, ou dans plusieurs régions, le parti au pouvoir a quand même gardé son assise incontestable. Dans la région des Savanes, dans la région de la Kara, à plusieurs niveaux, au niveau de la région centrale, le parti au pouvoir a gardé son assise. Et ça, c'est incontestable également aujourd'hui, parce que c'est dans ces régions-là que vous allez voir des taux de participation de 100%, voire même de plus de 100% à des endroits. Et Faure Gnassingbé qui s'en sort à plusieurs niveaux avec 99% des voix, ou même 98%, et rarement avec 80% au niveau de ces CELI. Et donc, c'est dire que il a gardé cette assise-là dans ces régions. Mais par contre, c'est au niveau de la région des plateaux et de la région maritime que le candidat du parti au pouvoir est venu quand même faire d'énormes prouesses en essayant de retourner ce qui était considéré hier comme un fief de l'opposition en sa faveur, où il a fait des prouesses pas possibles dans plusieurs CELI au niveau de ces deux régions-là également. Donc, est-ce que Faure Gnassingbé contestait en 2017-2018 comment il a pu retourner l'électorat? Il y a plusieurs faits il y a plusieurs choses qu'il ne faut pas perdre de vue quand on analyse la situation. Il faut quand même comprendre que cette élection présidentielle s'organise dans la logique de ce que le pouvoir avait voulu dès 2017, c'est-à-dire que Faure Gnassingbé y est et il reste là, il ne bougera pas suite à la contestation. Et donc vous avez vu que le pouvoir avait tout fait déjà en décembre 2018 lors de l'élection législative, que des gens ont boycotté. Le pouvoir avait tout fait pour remobiliser déjà sa base et essayer d'aller glaner loin, au-delà même de sa base, pour que l'essentiel des députés reviennent au parti au pouvoir. On a vu la même tendance avec les élections locales où le taux de participation a été très faible. Plusieurs personnes ne se sont pas sorties pour voter, surtout dans ce que qualifiait mon aîné de fief de l'opposition. Des gens ne sont pas sortis voter. Et si vous constatez également, les mêmes tendances se sont confirmées, pendant que des gens sont dans la logique de « nous voulons notre champion, il est là, il ne bougera pas, quoi qu'il arrive », les gens sont sortis, les gens se sont mobilisés pour voter. On en voit les chiffres, 100% dans le nord du pays, dans la plupart des régions du nord du pays. On voit que plus on descend vers les localités à l'extrême sud, le taux de participation tourne autour de 50%, autour de 55%, rarement autour de 60-62%. Et donc, si les gens qui devraient voter pour, entre guillemets, les candidats de l'opposition ne sont pas sortis majoritairement pour voter, mais si vous allez à une compétition où vous n'êtes pas en nombre par rapport au nombre demandé, celui qui a plus de partisans et qui se sont mobilisés pour venir l'emporte rarement. Et on a vu Faure Gnassingbé avec environ 1,9 million voix. Il remporte le scrutin, pendant qu'il rapporte le scrutin sur les plus de 3,6 millions 14 000 électeurs inscrits avec 1,9 million de voix. Il a remporté le scrutin haut les mains, et vous voyez, les opposants se sont partagés les restes, et la majorité des électeurs inscrits, même sur le fichier électoral déjà, parce que Tchaniao disait que des gens n'ont pas la carte, même ceux qui ont la carte ne sont pas allés voter, et donc c'est pas tant une surprise au vu des chiffres. Gros score de Faure Gnassingbé, si je me rappelle, c'est son meilleur score
comparativement à 2005, 2010 et 2015. Et les allégations de fraude lui sont toujours prêtées dans les rangs de l'opposition. Il y a d'abord CCLI, où le taux de participation a dépassé le nombre d'inscrits. Il y a également cette accusation, notamment portée par le candidat Kassona, qui se plaignait que dans certaines régions, les gens ont voté ou bien auraient voté avec d'anciennes cartes, notamment de 2013. Eh bien, on verra le moment venu comment ceux qui portent de telles accusations pourraient les contester devant la Cour constitutionnelle. Oui, ça, il faut faire remarquer que nulle part au monde, il y a des élections où il manque d'imperfections. Il doit y avoir des imperfections. Ça existe partout. Et lorsque vous parlez de taux dans les CELI, qui est plus participation des inscrits, vous savez qu'il y a des gens qui se sont fait enrôler ailleurs et qui sont venus un peu partout pour montrer leur carte et se faire enregistrer sur l'État, l'immédiat. Et tous ces gens-là, je crois qu'il va y avoir une compensation. C'est un peu plus technique. Ça, ce serait le travail de la CENI qui va expliquer ça aux populations. Il y a des gens qui se sont fait enrôler à Dapaon, qui se retrouvent à Lomé, dans certains bureaux de vote où ils se font inscrire. Justement, quel réaménagement aurait dû se faire au moment de la révision des listes électorales? Bon, ça, je crois que ça va rentrer dans les explications techniques que la CENI donnera. Moi, je ne me fais pas l'avocat de la CENI, mais je me dis qu'on attend, on verra. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une élection et que nulle part il manque des imperfections. Il peut en avoir, mais c'est d'ordre mineur. Maintenant, je voulais poser une question à l'opinion. Qu'est-ce qui explique dans ce processus le silence des leaders de l'opposition comme Maître Agbibo, qui n'y a pas pris part, des leaders comme Maître Apevon, des gens comme Antoine Foli et même Dachadam? Qu'est-ce qui explique leur silence à ne pas donner des consignes? Vous rappelez la position de ces partis et personnalités bien avant le jour du scrutin. Mais ils auraient pu donner des consignes aussi que ça allait permettre à certains, puisqu'ils ont un électorat. On dit chez vous également que quand vous ne mangez pas une viande, vous ne prenez pas son bouillon. Eh bien voilà pourquoi je voulais dire que le silence de tous ces leaders-là qui ont aussi quelque chose à dire dans cette élection et qui n'y ont pas pris part, ont des militants ou une base qui s'est également abstenue. Puisque si on me dit aujourd'hui que le CAR n'a pas de militants, je m'en doute. Le CAR n'a pas donné de consigne de vote. Ça veut dire que tous ceux qui sont caristes, de Lomé à Saint-Cassé, il y en a des indécis qu'on a pu peut-être travailler, qui sont allés voter unis, ou qui se sont abstenus. Et donc, tout ça là a contribué à donner ce score qui est sorti des urnes au candidat fort. Et je crois que les gens ne peuvent pas venir aujourd'hui faire tellement les surpris. Merci. Beaucoup d'auditeurs nous citent que les CELI où le taux de participation a dépassé le nombre d'inscrits, cela peut s'expliquer par certaines dérogations. Mais comme disait Tchaniao, c'est des questions techniques. Peut-être que la CENI, au-delà des résultats, organisera une conférence de presse pour expliquer un certain mécanisme technique, à moins que ceux qui ont des raisons de contester ces résultats produisent ces arguments. À propos de contestation, quand il a rencontré la presse le dimanche, Agboyome Kodjo, estimant également avoir fait un score entre 57 et 61%, s'est autoproclamé vainqueur. Il a annoncé même la formation dans les prochains jours d'un nouveau gouvernement. Il a appelé Faure Gnassingbé à organiser la passation de pouvoir. Mais ce matin, quand j'ai écouté son directeur de campagne, Fulbert Atisso, sur les ondes de RFI, si j'ai bien écouté Didier Assogba, il y a une certaine tiédeur dans les propos de Fulbert Atisso par rapport au langage du candidat lui-même. Alors finalement, est-ce que Agboyome et son camp vont appeler le peuple à défendre leur victoire, ou bien est-ce qu'ils vont se plier à l'ordre légal en introduisant des recours devant la Cour constitutionnelle? Je suis pas dans le QG, je suis pas dans l'équipe du candidat, mais j'ai reçu un communiqué en audio ce matin même
de l'équipe de monsieur du docteur Kojo Agbeyomi, donc qui vous avez dit s'est autoproclamé président et qui demande déjà aux Togolais de défendre la vérité des urnes pour que l'alternance soit une réalité au Togo. Et donc, je ne sais pas si au-delà de cet appel lancé au peuple togolais qui doit défendre la victoire, la vérité des urnes, je ne sais pas si l'équipe du candidat et la dynamique Monseigneur Podro voudra bien introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle qui se chargera d'examiner de fond en comble les chiffres et comme on le dit, pour expliquer pourquoi à des niveaux donnés il y a eu un taux de participation plus élevé que le nombre d'inscrits. Donc la Cour constitutionnelle se chargera. Je ne sais pas si le candidat envisage introduire un recours. Je ne sais pas vraiment. Merci. Mais à ce niveau, pour terminer provisoirement, il y a Liberté qui parle toujours de forcing et qui écrit des passages à tabac, des bourrages d'urnes, des votes multiples, des intimidations. Le 22 février aura été un jour de vote selon la méthode unie. Autre journal aussi paru aujourd'hui, c'est un nouveau journal qui s'appelle Enclume du temps et qui écrit présidentielle 2020, héritage politique de feu président et Adema Nyasingbe. Pour ce journal Enclume du temps, aussi bien Faure Nyasingbe que Kojo Agbeyomi ne sont que des héritiers politiques de feu Agbeyomi Mensang Kojo. Eh bien, on verra la réaction des partis. Je rappelle que le parti ADI est son candidat, le parti PSR est son candidat, le Front Citoyen Togo Debout prennent acte de la victoire de Agbeyomi Kojo et appellent à défendre sa victoire, mais l'ANC n'est pas explicite sur la victoire d'Agbeyomi Kojo et n'appelle pas dans un sens ou dans l'autre. Nous verrons la position que Agbeyomi Kojo et sa dynamique imprimeront et nous en parlerons. Et non, je pense que de grâce que les gens nous fassent économie de toutes ces souffrances-là. Ce n'est pas la première fois que les Togolais vont à des rapports de force. Souvenez-vous les années récentes où l'opposition sortait et de l'autre côté, on avait les militants de la mouvance qui sortaient également, qui pour faire voir à l'opinion mondiale qu'au Togo, il y a un rapport de force qui se joue. Ici, nous sommes en face d'une élection et chacun sait qu'il y a des instances qui régulent toutes les difficultés qui sortiront de ce scrutin. Et donc, s'il y a des gens qui estiment avoir des raisons valables qui expliquent une victoire qu'on est en train de leur voler, je crois que ce n'est pas en mettant les gens dans la rue qu'on comprendra la raison ou bien les mobiles qui sous-tendent une victoire volée. C'est en expliquant avec preuve à l'appui, c'est en prenant d'assaut les instances concernées que la vérité finira par se faire voir. Souvenez-vous ou sachons tous que l'élection n'est pas en train de se dérouler entre Togolais, tout simplement. Il y a des gens qui nous regardent. Il y a l'Union européenne, l'Union africaine, il y a le PNUD, les instances du système des Nations Unies. Il y a beaucoup d'observateurs qui sont venus ici. Ils auront certainement leur mot à dire sur ce qu'ils ont vu, que ce soit au niveau des bureaux de vote, que ce soit au niveau du travail des CELI, ils auront un mot à dire. Même toutes les difficultés, toutes les imperfections que nous sommes en train de relever ici, je pense que c'est pour rien que quand il y a élection dans un pays, il y a une observation qui se fait et qui se fait par des gens venus d'ailleurs pour arbitrer. On verra ce que les observateurs également viendront dire. Mais je voulais relever un point capital. Oui. Nous nous connaissons au Togo. C'est la première fois que, avant même d'aller aux élections, les gens n'ont pas voulu qu'on aille à des rencontres pour discuter de tel ou tel avant le scrutin. C'est la première fois également qu'en pleine campagne, des gens n'ont pas dit non, nous ne sentons pas une sécurité dans ce que nous organisons comme élection. Nous voulons désister ou nous voulons qu'on arrête tout pour aller discuter. Je crois que
les gens savent que tout est réglementé pour qu'on aille à une élection fiable. Et c'est pour cela que chacun, comme il le peut et comme il l'entend, a mouillé son maillot. Maintenant, le verdict est tombé, que les gens respectent le canevas qu'ils avaient démarré depuis le début du processus jusqu'à ce jour. Et s'il y a des plaintes, qu'on aille se plaindre ou à la CENI ou à la Cour constitutionnelle. Et c'est le Togo qui en sort gagnant. Internationaux et nationaux et plan national ici, il y a le HCRUN qui a sorti un communiqué invitant les parties prenantes à ce que tout se déroule dans l'ordre légal. La Cour constitutionnelle qui devra connaître éventuellement de ces recours, elle-même a déployé autour de 400 observateurs sur le terrain. Eh bien, nous suivrons si un candidat introduira un recours devant la Cour constitutionnelle et quel sera le verdict final de cette haute cour-là. Maintenant, Didier Assogba a considéré les résultats proclamés par la CENI. On peut parler d'un mini tremblement de terre dans les rangs de l'opposition parce que, comme le caricature si bien le confrère évêque de la nation, Faure Gnassingbé, qui vient de réussir un éloquent chaos, mais Agbeyome Kodjo, pour l'évêque de la nation, montre également une montée historique. Et puis ce journal trouve triste fin pour Jean-Pierre Fabre et l'ANC. Alors Fabre, qui est à sa 3e candidature, même si mes souvenirs ne sont pas précis, en 2010, Fabre Jean-Pierre, porté par le parti UFC, était autour de 36%. En 2015, le même Jean-Pierre Fabre, porté par la coalition CAP 2015, a réussi quand même un score au-delà de 30% aussi. Et puis, patatras, Fabre tourne autour de 4%. Qu'est-ce qui peut expliquer cette chute vertigineuse de l'ANC et de son candidat? Chute vertigineuse de l'ANC et de son candidat, c'est peut-être un tournant pour la démocratie togolaise et l'histoire politique au Togo, parce que un candidat qui a l'habitude d'osciller autour de 30-35% sur 2 élections présidentielles déjà et qui revient pour enregistrer un score de moins de 5% pour la 3e tentative, c'est quand même, on le dit, une dégringolade pas possible. Et seuls les tenants de l'ANC peuvent aujourd'hui connaître les vraies raisons de cette dégringolade, mais on pourra quand même trouver quelques explications politiques rapidement. C'est dire que où le peuple togolais, enfin ceux qui ont l'habitude de voter pour Jean-Pierre Fabre ont compris qu'il valait pas la peine de continuer à voter pour quelqu'un qui ne gagne pas ou qui dit avoir gagné mais qui ne prend jamais le pouvoir. Deuxième fait également, il faut pas oublier l'épisode de la C14 qui rassemblait tous ces candidats-là et où l'ANC était presque en dehors du PNP le poids lourd de cette coalition, et on a vu la façon dont l'ANC est sortie de la C14, et on a également entendu les accusations portées contre le leader de l'ANC, et il y a cette affaire-là également des 30 millions qui auraient circulé et qui auraient permis de corrompre monsieur Fabre et d'autres leaders de la C14. Donc, si vous mettez ces faits... Il y avait aussi une forme de guéguerre entre Monseigneur Podjuro et l'ANC et son président. Oui, bon, ça c'est sur les derniers jours avant l'élection. Podjuro qui allait presque supplier Jean-Pierre Fabre de soutenir son candidat, ce que M. Fabre n'a pas voulu. Et aujourd'hui, dans les urnes, bien que l'ANC, lors de la campagne électorale, ait pu mobiliser quelques foules, on a vu un peu leur caravane de derniers jours à Lomé ici, mais est-ce que tout ce beau monde a pu voter pour le candidat de l'ANC? Je ne crois pas. L'ANC, jusqu'à l'instant T, ne conteste pas encore les résultats tels que proclamés
par la CENI. Peut-être qu'elle reviendra avec un autre communiqué, mais c'est dire quand même que ce parti-là a reconnu que son candidat n'a pas réalisé les scores qu'il réalisait avant. Et c'est, on va dire, entre guillemets, un échec pour monsieur Fabre et son parti politique, l'ANC. Est-ce que c'est une fin de carrière pour lui? Lui-même, il serait le mieux indiqué à répondre s'il se retirerait de la scène politique. Mais c'est également un fait que de constater qu'au vu des chiffres officiels communiqués aujourd'hui par la Commission électorale nationale indépendante, l'ancien Premier ministre Agboué Kodio est en train d'émerger grâce à cette dynamique-là, Monseigneur Kpodjro. Est-ce que tout ça va se confirmer dans la suite? On attendra de voir. Eh bien, un ami qui m'envoie ces sources-là, à la présidentielle du 4 mars 2010, Fabre avait récolté 33,9%. Et puis, à la présidentielle du 25 avril 2015, Fabre, 35,19%. Et puis, patatras, ce score qui ne fait même pas 5%. Et puis, autre fait caractéristique aussi, Jean-Pierre Fabre est même devancé par Agboyome et même, je crois, fort, jusque dans sa commune de Golfe 4, là où Fabre est maire. Il a été dépassé par Effort et Agboyome, ce qui est vraiment, vraiment symbolique. Oui, tout à fait, c'est normal, parce que quand vous passez votre temps à manger la main du gorille, c'est normal que vous pensez à votre propre main. Vous savez le rôle que les Fabres ont joué dans ce pays, je crois que c'est ce rôle qui le rattrape. Il y a eu des moments où, je prends l'exemple du CAR, il a fallu tout simplement que le CAR aille au gouvernement avec la primature de Maître Agboibo, que les autres de l'UFC, de l'ANC aujourd'hui, tout confondu, le prennent pour un sorcier. Et c'est ça qui a créé la dégringolade du CAR. C'est ce qui a tué d'ailleurs le CAR sur le terrain. Il a fallu qu'après, Gilles Christ aille au gouvernement, que les Fabres le vilipendent, qu'ils le prennent pour quelqu'un d'anormal, quelqu'un de vendu, quelqu'un d'acheté. De la même façon, il y a des partis farouches qui se disent de l'opposition radicale. Vous avez observé quand les Tikpi disent non, qu'on ne peut pas aller à ces élections, il ne faut pas. On appelle les Togolais à ne pas aller. Les Antoine Folie, vous avez le cas, et bien d'autres comme Maître Apévon qui disent on ne va pas aux élections parce que pour nous, rien n'est fait en termes concrets pour qu'on aille à ces élections et que l'ANC s'engage. Mais, eh bien, l'ANC est vendu. L'ANC est acheté puisqu'il ne s'est pas rangé dans le camp des radicaux. Ça, c'est le premier aspect qui a joué contre l'ANC. Deuxièmement, vous avez un Agboyome, tout fabriqué par l'ancien système, le RPT, qui dit je suis candidat. Et bon voilà, par rapport à tout ce qu'Agboyome a fait, voilà Monseigneur Kpodjro qui le couvre, qui lui donne toute onction. Donc, dans le rang des chrétiens, Agboyome a damé le pion à Fabre parce que il a la protection et il reste sous l'ombre de Monseigneur. Mais pour dire le reste, c'est que Jean-Pierre Fabre, c'est un joueur qui ne sait pas quitter le champ de jeu et qui s'est laissé abandonner par le ballon. Dans ce cas, il n'est pas le seul joueur là à ne pas vouloir quitter le jeu. Non. Oui. Attends, vous l'avez cité à plusieurs reprises. Il a participé à beaucoup d'élections. Mais il n'est pas le seul. Il ne gagne pas. Voilà pourquoi il fallait penser à une pièce de réchange. C'est à cela que j'ai dit. Un joueur qui mouille le maillot. Nous allons nous ouvrir sur les auditeurs. Mais Didier, il y a cette réaction que nous apporte une auditrice qui dit que en fait, c'est la première fois que Fabre Jean-Pierre va seul aux élections. Et l'auditrice rappelle qu'en 2010, Fabre a été porté par le parti UFC et derrière l'UFC, il y avait le FRAC. Et puis en 2015, l'ANC et son candidat avaient s'appuyé sur la coalition CAP 2015. Et puis pour 2020, tous les ex-alliés de l'ANC l'ont quitté, les CDPA, PSR et autres, tout le monde l'a quitté. Il s'est retrouvé seul. Et voilà, donc c'est maintenant qu'on vient de voir la juste mesure
de l'ANC et de son candidat. Je rappelle que c'est une réaction d'une auditrice. Non, c'est une réaction, c'est une analyse assez fondamentale parce que vous savez on le sait déjà en 2010, Jean-Pierre Fabre était un candidat de l'UFC. Qui était un candidat de remplacement pour Gilles-Christ Olympio qui avait simulé une maladie, une chute à l'époque, on s'en souvient encore, et Fabre a été désigné presque en catastrophe et donc a été porté par la coalition FRAC à cette élection-là. L'ANC a été créé par la suite et l'ANC depuis là n'a fait que participer à des élections avec des coalitions. Et même si aux élections locales, le parti a essayé de se porter seul, mais avec quelques alliances à des niveaux donnés également. L'ANC aujourd'hui est allé seul, sans coalition, sans alliance avec qui que ce soit. Et Jean-Pierre Fabre revient avec moins de 5% des voix. Est-ce que c'est le poids réel de l'ANC sur le terrain? Est-ce que c'est le travail qui n'a pas été fait? Est-ce que le parti a été trahi? Merci. Il est 12 heures passées. La technique m'annonce que les auditeurs sont déjà impatients. C'est votre droit. Un droit, il faut toujours le réclamer. N'est-ce pas, l'ami Didier? Oui, bonjour Saf. Bonjour M. Tegnao. Oui, bonjour. Oui, aujourd'hui, il y a de grands analystes même sur les ondes de Canal FM. Bon, moi, je voulais dire, quelle est la psychologie de ce peuple qui vaut toujours la même personne dans ce 21e siècle où tous les peuples veulent l'alternance. D'après vous-même, les journalistes, je pense que vous avez le même syndrome. Si tant est vrai que les résultats qu'ils nous ont donnés sont vrais, vous-même, regardez Monsieur le Président, il ne vous regarde même pas. Il ne vous considère même pas. S'il y a des petites interviews qu'il va faire, c'est à Jeune Afrique, à Deutsche Welle, et vous-même qui le défendez, M. Tegnao, il ne vous a jamais accordé une audience. Mais regardez votre quota, les 300 millions sont ramenés à 80 millions. Ou bien, M. Tegnao, vous prenez quelque chose à côté dont nous ne savons pas. Secondo, vous ne trouvez pas que c'est dangereux, très dangereux pour une nation où les gens d'une partie votent la même personne à 96 voire 100%? Est-ce que nous sommes en train de créer une nation? C'est pas dangereux, monsieur Tegnao. Mais là, pour finir, je voulais demander à M. Tegnao, son association lutte contre la piraterie qu'elle avait créée, qu'est-ce que c'est devenu? C'est du bito? Merci, M. Tegnao. La réponse à l'ami Didier? Non, bon, je crois qu'il faut dire directement à Didier que une élection est faite pour que des résultats sortent des urnes. Et ce qui est sorti, c'est pas moi qui le dis, c'est la CENI. Mais on ne peut pas, en tant qu'analyste, observer ce qui est réel et nous fier à dire le contraire. C'est ce que la CENI a donné que nous expliquons ici. Et quand on nous fait faire des analyses, nous le faisons à titre personnel. Et maintenant, quand on vient me dire que Ford ne me donne rien, je ne crois pas que c'est parce que Ford doit me donner quelque chose ou qu'il doit faire quelque chose forcément à la presse que je dois venir dire quelque chose qui l'arrange ou qui l'arrange pas. Moi, j'ai dit des choses en âme et conscience et je crois que c'est pour édifier les Togolais qui nous écoutent que nous faisons ces débats-là. À rentrer dans les débats de clan, de caniveau ou de quoi, je ne suis pas là-dedans. Merci. C'est vrai que nous autres Togolais, nous sommes champions en procès d'intention. Nous accusons toujours les autres de ceci et de cela. Mais je pense que nous devons avoir le courage de sonder un peu la psychologie du Togolais et que nous comprendrions pourquoi nous réagissons d'une telle façon ou de telle façon dans telle ou telle situation. L'auditeur suivant, bonjour, Johannes. Bonjour. Oui. C'est reparti pour 5 ans de... Je ne sais pas comment le qualifier, mais vraiment, c'est désolant. Bon, mon premier point, tout d'abord, c'est par rapport à l'annonce des tendances. Voilà que vous nous avez clamé et même des auditeurs vous ont interpellé en disant que le fait que des médias rapportent ce qui est affiché publiquement au niveau des bureaux de vote, ce n'est pas une proclamation. Mais les journalistes n'ont pas voulu s'avancer sur ce terrain et voilà que ce sont des citoyens lambda qui, avant même la CENI, nous donnent des tendances. C'est juste pour vous dire que vous avez un rôle à jouer, que vous n'avez pas voulu jouer. Et je me dis que est-ce que le journalisme
vous voulez le faire à la togolaise, conformément au régime que nous avons au Togo, ou bien vous voulez le faire comme nous le voyons dans tous les pays. Nous avons vu comment les journalistes ont travaillé lors de la dernière élection présidentielle au Togo et au Sénégal. Je me demande pourquoi vous ne voulez pas vous avancer sur ce terrain. C'est juste pour faire plaisir à la HAC, ou bien vous ne voulez pas être réellement un quatrième pouvoir. Merci. Encore une fois, nous accusons toujours les autres de tous les maux. Eh bien, Didier Assogba, vous répondez à notre ami, s'il vous plaît. Oui, à notre ami, je voulais véritablement dire que à différents séminaires, s'il avait assisté à des séminaires où les journalistes ont vivement critiqué cette disposition qui leur interdit de proclamer ou d'avancer des résultats, ils n'auraient pas pu accuser les journalistes ce matin. Sinon, les journalistes togolais que moi je connais et qui ont participé à des séminaires de formation, de réglage sur les élections, on a à chaque fois soulevé cette exception-là qui nous empêche au Togo à ce que des médias s'organisent pour avancer des chiffres. Mais qu'à cela ne tienne, un média peut venir communiquer des chiffres d'un centre de vote ici. Des gens peuvent prendre ça pour les résultats sur le plan national. Aujourd'hui, monsieur, notre auditeur également, s'il le veut, pour les prochaines élections, pour d'autres élections à venir, il peut décider de financer des médias, des groupes de médias qui vont s'organiser pour couvrir l'ensemble des bureaux de vote, couvrir l'ensemble du territoire. Et donc, dans ce cas-là, on serait sûr de ce que les médias peuvent avoir des résultats. Mais à l'instant T, la loi électorale au Togo ne permet pas à ce que des médias proclament les résultats. La loi est dure, mais c'est la loi. La preuve, nos confrères de RFI tiennent à préciser à chaque fois que la législation togolaise ne permet pas à quelques médias d'annoncer quelques résultats avant les instances officielles. Alors, ça vaut pour nous, journalistes togolais, mais également tout ce qui est journaliste, n'est-ce pas, Tchaniao? Oui, tout à fait. Je crois que chaque pays a les lois qui le régissent et au Togo, ce n'est pas autorisé. Donc, je ne crois pas que nous, journalistes togolais, vous avez vu l'auditeur, il est en train de nous prendre pour des rebelles. Il voudrait même que nous nous rébellons contre les dispositions du pays en disant que est-ce que nous faisons plaisir à la HAC. La HAC, ce n'est pas elle seule. La loi, nul n'est au-dessus de la loi. C'est une loi togolaise qui le demande et nous tous, on devrait s'y accommoder. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous autres, en tant que président de patronat de presse du pays, nous avons fait l'effort d'amener les nôtres pour nous rappeler toutes ces dispositions-là pour que le mal ne vienne pas des journalistes. Vous savez, dans d'autres pays, évidemment, comme il est dit, la presse le fait. Mais parfois, ça tourne mal. Il y a des moments où les gens font des situations alarmantes qui lancent le pays dans du feu. Merci, et nous faisons notre travail. C'est une question légale contre laquelle nous protestons, mais tant que c'est la loi, pour le moment, nous sommes obligés de nous plier. La preuve, tout à fait. Les confrères, les journaux qui ont publié encore des articles de campagne le vendredi ont été sanctionnés par la HAC. Merci beaucoup. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour. Oui. Monsieur Hakim à l'appareil. Hakim, oui. Bon, je voudrais juste relever que nous avons tendance, ou bien nos amis de l'opposition ont tendance à très vite oublier les résultats des législatives et des municipales. Et puis, moi, ce que je voulais révéler, c'est la percée dans les plateaux. Et la percée de qui? La percée de UNI dans les plateaux et dans la région maritime. Lorsque nous prenons Agoué, comment on l'appelle, Adétikopte et autres, il faut bien regarder les résultats de UNI là-bas. Certes, au niveau de Amada Romé, Adido Gomé, consort, le MPDD passe. Il faut que les gens sachent que le Togo ne se limite pas à Lomé, et en plus dans quelques quartiers de Lomé. Je voudrais aussi noter que le rôle très trouble joué par notre ami le prélat Kodjo, il a divisé et démobilisé les partisans de l'ANC. Parce que lorsque un prélat se positionne, c'est très difficile, peut-être pour les gens qui étaient ensemble,
de suivre le mouvement. Donc, ce qui a fait que les militants de l'ANC ont été démobilisés, ils ne se sont pas déplacés pour aller voter. Je demanderais simplement aussi que ceux qui ont perdu aujourd'hui et qui occupent la deuxième place, qui n'utilisent pas les mêmes méthodes que les militants de l'ANC. Merci beaucoup, cher ami. Le suivant déjà, bonjour. Bonjour. Oui. Au plateau. Oui. Moi, je vais faire certaines analyses et certains points de vue. Nous savons très bien que avant les élections, 3 candidats étaient déjà en place, à savoir le président sortant qui est revenu, Fabre et puis Messan Kodjo. Mais dire que UNIR a gagné à 72%, c'est comme cacher le soleil avec la paume de main. Et je m'explique. J'ai incité les Togolais le vendredi à être sur le terrain, à voir eux-mêmes en tant qu'observateurs togolais ce qui se passe. Je concède que le président Faure Gnassingbé a gagné. Mais à ce score-là, c'est ce qui est étonnant. Et je m'explique sur le fait que la galère augmente lorsqu'on monte au septentrion. Et c'est ceux qui sont au nord qui ont voté et que le suffrage exprimé dépasse les inscrits. Or, pour aller dans une urne, il faut faire au moins 1 kilomètre aller-retour. Quand vous montez au nord, pour aller voter, il faut faire au moins 5 kilomètres ou bien 10 kilomètres. Comment se fait-il que nos frères qui sont à l'intérieur du pays ont voté plus que ceux qui sont à Lomé et ont dépassé le nombre d'inscrits? Ça, c'est la première question. Deuxième question qu'on se pose aussi, lorsqu'on parle des omis, j'ai vu, là où moi j'ai voté, des gens qui viennent avec les cartes de 2013, 2015. Et à l'unanimité, on les renvoie. Est-ce que dans le septentrion, ça a été la même chose? Je donne un autre cas. Vous voyez des gens, ils sont dans le centre. Ils ne sont ni observateurs, ni qui que ce soit, mais ont des fiches de présence en main qui discutent avec les présidents de CELI, de bureaux de vote, et qui fait passer des consignes par moment à l'insu des autres. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut valablement en discuter sur les médias. Et là, j'incite les journalistes qui sont investigateurs. 9300 bureaux de vote, c'est rien du tout. On a affiché les procès-verbaux dans devant chaque bureau de vote. Ça, c'est à collecter et on aura un bon débat. Cher ami abonné, je présume que les observations que vous avez notées ont été également notées par des représentants des candidats ou bien les membres des bureaux de vote. C'est tout cela qui devra constituer le contenu des recours qu'on pourrait introduire devant la Cour constitutionnelle. C'est une question de droit. Si on veut contester les résultats que nous avons déjà. Tchaniao, vous lui répondez rapidement? Non, je voudrais juste dire à notre auditeur que même tout à l'heure, s'il va à l'université de Lomé et qu'il demande à un étudiant de lui donner le nom des 7 candidats, ça va lui être difficile, même à ce jour. Là, je ne sais pas. Oui, je vous dis que c'est vrai que si aujourd'hui quelqu'un s'exerce à demander à un étudiant, donne-moi le nom des 7 candidats, ça va être difficile. Merci, Arigno, excuse-moi, il y a un candidat comme annonce là que je trouve qu'on doit recevoir. L'ami Kolani, bonjour. Bonjour mon frère. Comment vous allez ce matin? Très bien mon frère. Nous vous écoutons. Tu sais, la lumière, c'est toujours la lumière. Ah bon? Le voleur, le tricheur n'a jamais gagné. On finira pas le rattraper. D'abord, je présente mes condoléances à tous ceux que vous avez cités au début de l'émission. Oui. Et puis à la famille UNIR surtout, puisque lors de la campagne, ils ont perdu beaucoup de militants en les chargeant, la déchargeant aller-retour là, dans les véhicules on en a déjà parlé au cours de la campagne électorale. Ouais, je suis en train de présenter mes condoléances pour la famille UNIR. Ok. Ouais. Maintenant, sur les résultats de l'élection. Oui, pour les résultats, nous savons, même j'ai une seule qui est députée qu'on a pris, elle voulait bourrer les urnes, elle tenait 5 bulletins et on l'a attrapé, c'était une honte pour nous.
vous voyez des députés, ce n'est pas bien. Et puis vous avez vu le prêtre là qui a fait arrêter les gens, on a sorti les unes là sur les réseaux sociaux. Alors justement, est-ce que votre parti, votre candidat Boyome, est-ce que vous allez formaliser toutes ces preuves-là et les adresser à la Cour constitutionnelle pour contester les résultats? C'est normal, nous sommes en train de compiler. Parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Maintenant, si on va à la Cour constitutionnelle, que nous savons qui est la botte du pouvoir, le peuple va constater et puis le peuple prendra ses responsabilités. C'est ce que nous allons faire. Donc, votre candidat Boyome va privilégier la voie légale de contestation. C'est normal, non? Ok. Avant que, il ne comprenne pas, le peuple prend ses responsabilités. C'est ce que nous allons faire. Merci. Merci. Beaucoup de courage. Vous êtes battu pour votre candidat, du moins sur la participation au club de la presse. Je vous dis ça, on s'est battu et que le voleur n'a jamais gagné. Merci. Vous voyez seulement ça, c'est embêtant pour notre génération qui est en train de suivre. Les étudiants, comme notre là le dit, qui volent. Les grands-parents qui volent. Et c'est pas bien pour une nation. C'est un jeu. Quoi qu'on dise, c'est les Togolais. C'est un qui doit gagner. Si c'est une qui gagne, on lui dit félicitations, que ça soit propre. Le chef de l'État n'est pas un ennemi. Merci. Mais quand c'est comme ça, c'est pourquoi ça nous embête. Sur les médias, RFI, qu'est-ce que dit? Précipitamment, on a donné l'élection. Et vous avez lu ça, il faut lire ça. Vous êtes des journalistes. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Merci pour votre chef. Merci. Didier Assogba, on peut quand même féliciter notre ami Koulani. Il a eu le courage de revendiquer son appartenance au candidat Agboyome Kodjo. Il a encore le courage d'appeler ce matin. Oui, évidemment. C'est ce pragmatisme-là est alloué pour de notre ami auditeur. Mais il a dit leur conduite qu'ils vont tenir au niveau du candidat. Nous prenons acte de cela. Et nous en tant que médias, nous prenons juste acte et on sera là justement pour informer les gens s'ils déposent recours et ce qu'ils entendent faire. Alors, oui, déjà, un auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Sall. Oui. Monsieur Kokou. Monsieur Kokou, oui, nous écoutons. Je voudrais demander à la table là-bas, on parle souvent de liberté de presse. Oui. À chaque élection, on signe un code de bonne conduite avec les journalistes qui ne leur permet pas de dire quoi que ce soit sur ce qu'ils ont vu dans les bureaux de vote. Vous estimez vraiment que les journalistes ne disent pas ce qu'ils constatent sur le terrain dans ce processus électoral, l'ami Kokou? Quel journaliste peut me dire qu'il a le résultat d'un centre de vote du bureau de vote numéro 1 jusqu'à la fin pour dire à la population? Il ne peut pas le faire. Vous observez les choses, vous ne dites pas. Vous êtes lié par ce code de bonne conduite là. Est-ce que là, on parle encore de liberté de presse? Cher ami Kokou, vous savez, nous supportons beaucoup d'attaques, mais je pense quand même il est important que nous vous rappelions que nous avons droit à votre respect aussi, à la courtoisie. Et ce n'est pas les journalistes qui organisent les élections. Nous faisons l'effort de vous informer. Maintenant, vous-même, est-ce que vous faites vraiment votre part de travail citoyen comme d'autres l'expriment courageusement? Moi, par exemple, après le vote, j'ai sillonné au moins 3 centres de vote et j'ai copié les résultats. Et vous les avez envoyés à qui? Vous les avez envoyés à qui? Je les ai à moi-même. Mais vous qui êtes journaliste, vous connaissez tous les résultats de merci, l'ami Kokou, et cela vaut pour tous les auditrices, auditeurs. Cette émission, nous voulons la conduire avec toute l'ouverture possible, mais dans la courtoisie. Les journalistes que nous sommes, nous avons droit à un minimum de votre respect. Et puis Didier Assogba, je l'ai déjà dit tantôt, nous autres Togolais, nous sommes champions du procès d'intention. On accuse toujours que c'est l'autre qui n'a pas fait, mais à se demander si chacun des citoyens togolais fait sa part comme Monseigneur Bariga nous y invite. Évidemment, moi, je me suis réveillé ce matin avec le sentiment et je me suis posé beaucoup de questions pour savoir est-ce qu'en tant que nation togolais, nous savons véritablement ce que nous voulons. Il y a ce que des gens veulent et il y a ce que des gens ne font pas. Et comme Monseigneur l'a dit, il faut que chacun fasse sa part. Des gens disent qu'ils veulent des choses, mais ils veulent que quelqu'un d'autre vienne faire à leur place. Qu'est-ce que les journalistes peuvent, par exemple, faire à la place des gens qui veulent, par exemple, avoir de l'alternance? Les journalistes au Togo, est-ce qu'ils sont 1000? Même s'ils sont 1000,
on vient maintenant, on a vu les résultats. 1000 personnes ne peuvent pas contribuer à l'alternance. Et donc, je dis, si des gens veulent l'alternance, c'est pas aux journalistes d'organiser ça pour eux. C'est à eux-mêmes de prendre leurs responsabilités et de s'organiser. Je constate, au vu des résultats publiés, que on se gêne pour rien. Les Togolais veulent quand même continuer avec Faure Gnassingbé, et ils l'ont voté pour la majorité de ceux qui ont voté. Et au vu des chiffres de la CENI, communiqués par la CENI. Et donc que les gens ne viennent pas accuser gratuitement des journalistes, des gens qui se battent, qui se battent d'ailleurs même seuls pour payer leurs études, qui font quand même des efforts pour communiquer sur ce qui se fait dans ce pays. Des gens ont pris quand même des risques de parler des fraudes. On en a pris des risques. On a pris des risques. Dans ce studio ce matin, on parlait de nombre de votants qui dépassaient des inscrits. Dieu seul sait combien de messages nous recevons par rapport à ça. Dieu seul sait. Mais eux, maintenant, ils sont dans leur maison, ils savent pas. Donc, il suffit pas seulement d'accuser gratuitement les journalistes. Des fois même, c'est de les encourager à continuer à mieux faire et surtout à ne pas violer les tests du pays, parce que tant que les tests vous interdisent de faire, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, j'ai développé une idée tout à l'heure, tu m'as coupé. J'étais en train de dire que, a priori, quand vous allez à l'université de Lomé, vous posez la question aux enfants, aux étudiants, j'ai pris le haut niveau, ils connaîtront pas, ils pourront pas vous citer le nom de tous les candidats. C'est dire que celui qui est à l'université, a priori, c'est quelqu'un qui est prêt à voter, qui ne connaît pas le nom des candidats. Maintenant, il y a un intervenant qui a relevé qu'on a pris des gens en train de vouloir bourrer les urnes, ou qu'on a vu certains, qu'on les a envoyés, et qui tenaient des listes, et qu'ils vérifiaient parallèlement. Le Togo, ce n'est pas dans les coins où on a pris ces gens-là. Que l'intervenant revienne nous dire que à Djankassé, à Djarpanga, que à Kwewa chez moi, dans d'autres coins du pays, où est-ce qu'on a mis la main sur ces gens-là? Ça veut dire que tous les candidats ont des représentants partout. Pourquoi est-ce que c'est dans un seulement coin, dans un cadre seulement, qu'on arrive à mettre la main sur les gens, si le phénomène est généralisé? Vous savez, nous sommes dans l'attente et nous répondrons présents le jour que ceux qui se disent avoir été volés, nous appellerons pour passer l'information qui justifie leur victoire. Nous serons là et dans les mêmes dimensions et dans les mêmes proportions, nous allons revenir et dire ce qu'ils nous ont donné si nous avons la conviction que ce qu'ils disaient est vrai. Le Togo, je continue pas à le dire, un intervenant l'a dit, n'est pas combiné seulement à Lomé, ni dans un autre coin, mais le Togo, vous le connaissez, c'est ce rectangle que nous habitons, ce n'est pas d'aujourd'hui, depuis des années que nous faisons sur Terre. Donc que les gens ne viennent pas tenter de distraire ni l'opinion nationale, ni l'opinion internationale. Merci. Si les résultats ont été donnés hier, c'était dit. Les résultats sont donnés dans les dimensions prévues par la loi. Rien n'a été précipité, rien n'a été en catimini, même si d'autres veulent s'appuyer sur ce que certaines chaînes ont dit, qu'on a donné les résultats pour dire que c'est parce qu'il y a problème. Il n'y a aucun problème. S'il y en a, que les gens viennent expliquer pour que le monde entier sache ce qui a été concrètement fait. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous prenons vos critiques avec fair play, mais de grâce. Arrêtons au Togo de nous faire des procès d'intention. Arrêtons d'accuser seulement les autres de ne rien faire. Et par rapport à ce que Didier disait tantôt, je me rappelle, lorsqu'il était rentré de la rencontre de Colmar, ça devait être en 92. Non, plutôt c'était Nachaba qui avait lancé cette boutade-là, que les Togolais veulent accéder au paradis, mais ils ne veulent pas mourir. Nous ne disons pas que nous, les journalistes, nous sommes les meilleurs du monde et que nous faisons le travail avec toute la perfection, mais les critiques à notre endroit sont les bienvenues, mais que chacun, en son âme et conscience, se demande s'il fait vraiment sa part pour que le Togo soit une démocratie sans tâche. Et pour illustrer un peu la mentalité du Togolais, voici un auditeur qui nous demande si nous croyons à une cour constitutionnelle au Togo qui puisse contredire les résultats proclamés par la CENI. Alors, si on ne croit pas à la cour constitutionnelle, où est-ce qu'on va passer pour réclamer sa victoire si on estime que les résultats de la CENI sont faux? Voilà tout le problème de notre mentalité ici au Togo. Si on ne croit pas aux institutions, comment est-ce que nous allons faire pour arracher
une démocratie légale. Et un autre auditeur également qui est revenu sur le vote, pratiquement le plébiscite que les Togolais ont accordé à Fort Gnassingbé dans la partie nord du Togo. Je pense également que c'est un spectacle récurrent depuis 90, depuis 93 notamment, qu'on a commencé à voter. Alors, dans les états-majors politiques, est-ce qu'on a essayé d'expliquer pourquoi à chaque élection depuis 90, les citoyens du nord du Togo donnent toujours leur voix au parti au pouvoir? Le jour où on aura commencé à s'intéresser à cette énigme-là, on l'aura percé et peut-être que on commencera à avoir la clé pour l'alternance. Pourquoi pas? Eh bien, aujourd'hui, nous devons arrêter là et boucler avec vos cartons du jour. Didier Azogba. Non, moi, j'ai pas de carton. Je voudrais juste dire aux Togolais que nous sommes de ne pas vouloir une chose et de continuer à faire son contraire. On ne peut pas vouloir une chose et faire son contraire. On en a vu tellement lors de la campagne, on a vu lors du vote, on a vu beaucoup de situations de par le passé qui nous expliquent aujourd'hui que le Togolais veut une chose mais agit toujours dans le sens contraire. Merci. Tchanyao, Arimiaou. Non, bon, je voulais donner un carton vert par anticipation aux militants du parti d'Agbéome, puisque un d'entre eux vient d'appeler, il dit qu'ils vont contester par voie réglementaire. Et donc, je me dis que nous sommes Togolais et que dans aucun pays, on ne fait pas des élections pour ouvrir la voie aux discordes ou à la guerre. On fait des élections pour enclencher à nouveau le développement. Et comme tel, ils l'auront compris et qu'ils joueront leur partition en s'en prenant à tout ce qui est... Merci, la semaine est lancée. Toutes nos condoléances à notre confrère ami Tchakala Alirou Morou qui est frappé par un deuil. Et puis au monde de la presse avec la mort de Hervé Bourges. Et puis à la famille de mon très cher ami Jaimba Lipta, Claude, que la terre lui soit légère. Et souvenons-nous de sa veuve et de ses jeunes enfants. Rendez-vous demain mardi à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.